Je vais d'abord donc essayer de vous expliquer pourquoi on avait... Il faut dire que ça ne marche pas là. Les autres ne sont pas en phase là. D'accord, oui. Alors donc, vous avez ici... Qu'est-ce qui justifie cet atelier? Je crois que tout à l'heure, M. Seydina Ndiaye l'a rappelé. Il était avec nous quand on a parcouru les 14 régions du Sénégal de septembre à septembre 2021 à janvier 2022 pour tenir des réunions au niveau des 14 chambres de commerce afin de faire la promotion du programme, d'expliquer aux bénéficiaires potentiels quelles sont les attentes du programme, qu'est-ce que nous allons faire pour eux et ensuite les inviter à participer à ce programme. Et durant ces rencontres, il a été identifié un certain nombre de difficultés, dont l'emballage. Et ça a été dit pendant les discours, et ce que nous amène aujourd'hui ici, pour essayer donc de voir ce problème qui touche tous les secteurs de l'agroalimentaire. Mais j'insiste et j'ajoute qu'il y a aussi le secteur de la cosmétique, le secteur textile-habillement. Et donc, mon exposé va essayer de donner des highlights, comme on dit en anglais, aperçus, sur ces trois secteurs, agroalimentaire, cosmétique et habillement. Parce que tous ont besoin d'emballage. Il est vrai que si le gros est avec l'agroalimentaire, n'empêche que les autres aussi ont besoin qu'on parle de leurs problèmes en matière d'emballage. Et donc c'est pourquoi je veux dès le départ insister que l'exposé que je vais faire va toucher ces trois secteurs, agroalimentaire, textile, habillement et cosmétique. Qu'est-ce qu'on attend de cet atelier? Donc, des pistes de solutions après avoir identifié les problèmes qui peuvent être d'ordre technique, réglementaire, organisationnel, d'approvisionnement, d'appui aux acteurs qui sont dans ces trois secteurs. Et nous allons, au cours des trois panels, justement, essayer de scinder ces problèmes pour que vous puissiez, chacun de son expérience vécue, donner des pistes de solutions aux problèmes qui sont identifiés. J'y reviendrai tout à l'heure. Alors donc, voilà ce qui motive donc l'atelier et qu'est-ce qui le justifie et qu'est-ce qu'on attend de cet atelier. Alors donc, comme je l'ai dit, nous allons nous concentrer sur ces trois secteurs. Alors, au départ, qu'est-ce qu'on veut? C'est essayer d'abord de caractériser l'emballage lui-même. Et je commencerai par dire que chacun d'entre vous a en face de lui un produit qui est emballé, ou même dans sa poche, ou bien pour les femmes, dans leur sac, un produit qui est emballé. N'est-ce pas? Je crois que quelqu'un d'entre vous peut me le prouver. Moi, en tout cas, j'ai quelque chose qui est dans ma poche et qui est emballé. Et voilà. Un autre a quelque chose. Voilà. Voilà, madame. Alors, cet emballage, dès le début, quand on se réveille, on est en contact de l'emballage. Dans la douche, au niveau de la table à manger pour prendre son petit déjeuner, la boîte de Nescafé, de Nescafé, de lait, de confiture, etc. Donc, il est parmi nous, avec nous. Et ce qui me permet de dire, qui a besoin plus de lui entre l'emballage et nous-mêmes? Ma réponse personnelle, c'est que c'est nous qui avons besoin de l'emballage et non l'emballage qui a besoin de nous. Mais c'est un compagnon de tous les jours, de tout instant, à chaque moment de notre vie. Donc il vit avec nous, il est avec nous et il nous accompagne et on a besoin de lui chez nous, à l'extérieur, partout où nous sommes. Voilà donc ce produit qui est là avec nous, qui est notre compagnon de tous les jours. Il doit effectivement avoir certaines fonctions, certaines propriétés. Mais qu'est-ce qu'on demande à l'emballage en termes de fonction? C'est de contenir le produit qu'on lui confie, c'est de le protéger le plus longtemps possible, mais c'est de communiquer avec l'utilisateur de ce produit. C'est l'aspect marketing-communication. Donc, après avoir contenu ce produit, le protéger, c'est faire une communication pour qu'on puisse savoir qui est dans cet emballage.
Ça, c'est les fonctions primaires d'un emballage, entre autres. Mais quelles sont les propriétés de l'emballage? Un emballage doit donc, dans ce cas, être résistant. Il doit donc être étanche. Il doit être stable, neutre, ne pas se désaltérer, ne pas bouger, ne pas changer. Et donc tout ceci fait qu'on lui demande beaucoup de choses. Mais son rôle, c'est d'assumer ses fonctions et ses propriétés. Après cela, ce que nous pouvons dire, quels sont les types d'emballages que nous avons dans le cadre de l'agroalimentaire, du textile habillement et de la cosmétique. Je vous signale que vous avez ma présentation sous forme d'un texte de 26 pages qui est avec vous. Je vais aller à l'essentiel, parce que l'important, c'est qu'on puisse aller vers les panels pour poser vraiment les vrais problèmes, parce que c'est ça l'essentiel. Moi, je ne ferai qu'introduire et faire des rappels de ce que certains ont déjà appris dans des séminaires, dans leur métier, et ont déjà eu donc cette information. Mais c'est bon de cadrer d'abord. Alors donc, les différents types d'emballage, on peut les avoir, ce qu'on appelle l'emballage primaire, l'emballage secondaire et l'emballage tertiaire. Et donc, ces trois types d'emballage, je crois que le primaire, c'est celui qu'on peut dire qu'il est celui qui doit contenir directement le produit, le sachet, le pot, le flacon, la bouteille. Les emballages secondaires qui ne sont pas en contact direct avec l'alimentaire, et les emballages tertiaires, c'est les palettes, c'est les casiers qui nous permettent de le transporter et d'aller le distribuer. Alors, les principaux emballages qu'on a dans le domaine agroalimentaire sont le verre, le métal, les matières plastiques et les complexes. Et je crois que chacun a ses avantages et ses inconvénients. Et je crois que pour ne pas aller trop dans les détails, parce que je veux qu'on aille vers l'essentiel, c'est-à-dire que les problèmes posés dans ces secteurs, et ensuite, quelles sont les pistes de solutions pour que vous puissiez en débattre. Alors donc, on a le verre, tout le monde connaît le verre, ses avantages, ses inconvénients. Il est fragile, il est cassable, il prend du volume. En termes de coût, il est très cher, parce qu'on ne le fabrique pas, il est importé. Tout à l'heure, lors de la visite, Centrale Andenois nous a expliqué. Des initiatives ont voulu être prises par d'autres ministères, mais on a vu qu'une usine de verre coûte excessivement cher et les besoins recensés ne permettent pas de la rentabiliser. C'est pourquoi, jusqu'à présent, on n'a pas une unité de verre au Sénégal. Quand bien même, on a du sable de qualité qu'on peut mélanger avec de la silice et autres ingrédients pour faire du verre. Mais, qu'à cela ne tienne, continuons. Je pense qu'un jour ou l'autre, on y arrivera. Alors, les emballages métalliques aussi, on les a. Donc, c'est pour les conserves, les produits à base de conserve surtout. On en a des bidons, on en a des barquettes. C'est pour aussi permettre de faire des conditionnements pour de l'huile, ensuite des sirops, des pulpes, des boissons. Et il y en a beaucoup et on peut les trouver sur le marché. Les emballages plastiques, c'est le gros du marché qu'on trouve et que vous verrez sur le marché international. C'est l'emballage le plus utilisé dans tous les domaines, que ce soit agroalimentaire ou pas. L'emballage plastique domine, mais on va voir que son challenger est le carton qui arrive aussi derrière. Alors, donc il a ses avantages et ses inconvénients. Je vais toujours partir plus haut parce que je ne souhaiterais pas qu'on puisse s'attarder sur ces trucs parce que le gros est à venir. Donc, on a plusieurs types d'emballage plastique, le PET, le polyéthylène, haute densité, basse densité, même moyenne densité. Donc, on a les complexes aussi. Les complexes, quand on le dit, c'est au moins la combinaison de deux emballages au moins. Ça peut être du papier carton, papier aluminium, aluminium plastique, etc. ou un troisième, dépendant du produit, mais aussi, surtout, que ce produit soit contient beaucoup d'eau ou moins d'eau. C'est-à-dire qu'il y a des produits qui sont à l'état frais, non transformés, mais aussi des produits transformés qui contiennent encore de l'eau, qui sont juteux. Et selon la nature du produit, l'humidité, le taux d'humidité qu'il y a, que son produit qui s'est séché jusqu'à 5, 6, 7% pour ne pas avoir de développement de microbes à l'intérieur, ou bien un produit lyophilisé, où il y a plus d'eau, ou de lait en poudre. Il y a aussi un emballage qui doit être adapté à ces types de produits. Donc, c'est le process
Et le produit doit permettre de pouvoir choisir son emballage. Et donc, je le dirais parmi les problèmes et les recommandations, comment faire pour pouvoir donc mieux produire et choisir un emballage adapté à son produit. Bon, le critère de choix des emballages, c'est que, bon, est-ce qu'il est barrière à l'eau, l'humidité, au gaz, aux arômes, à la lumière et aux rayons ultraviolets, parce que ce sont des problèmes qui peuvent affecter la qualité de l'emballage pour que cet emballage ne puisse plus répondre à ses fonctions. Maintenant, dans le secteur cosmétique, on a des emballages et que leur fonction, c'est quoi? Protéger contre les avaries et le climat, identifier le produit et la marque, expliquer comment le produit doit être utilisé, faciliter l'ouverture et la fermeture et l'utilisation, attirer l'attention du consommateur, de l'acheteur, pour le convaincre à acheter. Donc ça, c'est spécifique aux emballages cosmétiques. Et vous l'avez dans le document. Et donc, on a différents packaging aussi pour la cosmétique. Et pour cela aussi, comme j'ai dit, emballage primaire, secondaire et tertiaire. Dans l'industrie, dans l'emballage cosmétique, vous avez l'emballage extérieur, intérieur et l'emballage du produit. Donc là aussi, c'est quelque chose que je voudrais partager pour que vous sachiez que si pour l'emballage cosmétique, il y a ces différents types d'emballage. C'est le plastique qui vient au premier plan dans l'emballage plastique sous forme de tube, sous forme de boîte, etc. Et donc, il est à base parfois de polypropylène et que ça marche très bien. L'autre est aussi le PET qui est utilisé pour donc, les emballages cosmétiques. Il y a un problème environnemental qui se pose aussi bien pour les emballages agroalimentaires que pour les emballages cosmétiques. Et on verra aussi pour l'emballage du textile habillement. On peut utiliser aussi le verre pour l'emballage cosmétique, hein, parce qu'il y a des pommades, il y a des trucs, il y a tout qu'on peut utiliser. Il y a aussi les emballages à base d'un produit qu'on appelle acrylique. Et tout ceci, ça permet aussi de faire un choix en fonction de son produit. Il s'agit maintenant d'une tendance au Sénégal d'utiliser des huiles naturelles de produits forestiers qui ont des principes et des qualités pour la peau et les soins de santé et qui sont très utilisés maintenant. Donc nos femmes et nos acteurs qui sont dans l'industrie cosmétique, qui font du savon, des gels, des shampoings, des autres produits antiseptiques, utilisent maintenant de l'huile de baobab, de sumpu, de karité, de sésame, de tulukuna, tout ceci, et de nîmes. Tout ceci sont des produits maintenant qu'on utilise pour les valoriser avec leur huile ou leur parfum. Et je crois qu'ils ont aussi besoin d'être accompagnés dans la qualité de leurs produits via leur emballage, pour voir quels sont les types d'emballage, pour qu'on puisse... Parce que le marché va montrer qu'au niveau de la diaspora, on arrive à avoir aussi une demande par les Sénégalais ou les Africains qui sont là-bas établis, connaissent bien les propriétés de ces produits forestiers et qui en demandent. Et donc c'est un marché à exploiter et l'emballage va y jouer un rôle important. Alors, l'autre, c'est donc les emballages dans le secteur de l'habillement. Dans le secteur de l'habillement, maintenant, nous savons que maintenant, les tenues traditionnelles se développent beaucoup et que les gens vont chez les tailleurs ou les couturiers qui sont connus et vous avez un sachet personnalisé avec le nom, leur logo, leur adresse, numéro de téléphone et c'est de plus en plus utilisé. Mais le sac sert pour le transport. Mais le boubou est dans un sachet de polypropylène qui est très transparent et très joli et on vous l'emballe et que ça se présente bien. Donc il y a ces deux qui sont utilisés maintenant très fréquemment. Par contre, il y a aussi les boîtes de carton, en carton, les caisses en carton, qui sont utilisées pour mettre des sacs ou des pochettes ou des chaussures. Mais ça, c'est aussi l'emballage habillement. Et je pense aussi que les cartons peuvent être utilisés dans ce sens pour livrer des habits, d'autant plus que j'ai pu rencontrer des promotrices et promoteurs qui ont bénéficié de tarifs préférentiels au niveau de DHL pour exporter
des habits jusqu'au Canada, aux États-Unis, dans une boîte. Et c'est vous dire que maintenant, l'emballage de nos produits traditionnels, demandés par la diaspora, se transporte dans des caisses et des boîtes qui sont conçues pour pouvoir donc être transportées sans être altérées jusqu'à destination. Et ça aussi, ça fait partie de l'emballage, que ça soit alimentaire ou tout. Le rôle principal, c'est de transporter le produit et de le remettre au consommateur intact, si ce n'est que cela qu'on cherche. Alors, le marché de l'habillement au Sénégal, effectivement, évolue. Donc, comme j'ai dit tantôt, le traditionnel est là. Et donc, il y a les autres indications que j'ai données sur la qualité des habits, mais des produits, comme on peut le dire sur les produits alimentaires et les produits cosmétiques, mais aussi sur les tendances, les couleurs. Tout ceci, je l'ai cité dans le rapport et donc je ne vais pas le reprendre. Et donc, les emballages les plus utilisés, c'est les sacs en polypropylène, les sacs en polyéthylène, la boîte en carton. C'est ce que je viens d'exposer. Bon, donc le marché évolue et que donc actuellement, il y a beaucoup de produits qui sont demandés et que les principaux producteurs et productrices qui sont sur le marché, je les ai cités quelque part. Maintenant, si on arrive au marché mondial, dans ces trois secteurs, agroalimentaire, cosmétique et de l'habillement, le marché mondial de l'emballage est chiffré en 2017 à 851 milliards de dollars et qu'il va évoluer en 2023 jusqu'à 1000 milliards et en 2028, il y aura 150 milliards de plus, donc 1150 milliards, tout emballage confondu dans le monde. Et c'est l'agroalimentaire qui est le premier secteur où ces 1150 milliards vont représenter une grande partie et ce sera suivi de la cosmétique, comme j'ai dit, et c'est pourquoi ça justifie qu'on parle un peu de l'industrie cosmétique. Alors, à part ça, donc, si nous pouvons parler de la réglementation, après avoir donné ces quelques éléments sur l'emballage, on ne pourra pas donc parler des normes qui sont importantes, puisque que ce soit les produits alimentaires, les produits cosmétiques, au moins dans ces secteurs, il y a des normes internationales et des normes nationales. Et il va falloir essayer de les connaître et de les respecter. Et sinon, on ne pourra pas toujours répondre aux besoins du marché. J'ai cité dans le document quelques normes, pour l'instant, internationales de la CEE, de la communauté économique, donc de l'Union européenne, sur l'agroalimentaire, la cosmétique, mais sur la sécurité alimentaire en général, qui englobe un peu l'emballage. L'autre, c'est le marché national. Alors, le marché national, les normes nationales, il y a un représentant de l'Association sénégalaise de normalisation. Dans le document que je vous ai donné, j'ai fait un listing des différents emballages normes qui ont été élaborés par l'ASN au niveau de l'emballage. Et je crois que c'est une information que vous aurez à comprendre et utiliser. Et donc, il s'agit des sacs, des emballages biodégradables, et ensuite les emballages relatifs au compostage, donc même si c'est dans l'agroalimentaire, en tout cas, ça concerne les emballages. Alors donc, il y a une législation effective. Elle n'est pas complète, elle ne touche pas tous les produits au niveau de l'emballage, mais il y a ces initiatives qui sont encouragées, d'autant plus qu'on a une structure dédiée à ça, et c'est l'ASN. Donc, au cours du panel sur la normalisation, qui sera présidé par M. Vulan, vous pouvez en discuter avec lui. En termes de prix, pour les emballages, dans les discours, on a dit que c'est connu depuis très longtemps. L'emballage représente une part importante du produit qu'on a fabriqué, que ce soit dans le domaine agroalimentaire ou cosmétique. Et des études ont toujours montré que c'est entre 20, 25, 40%, et c'est un problème qui ne permet pas de valoriser ou d'optimiser ou de rentabiliser ou de rendre compétitif le produit qu'il contient. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire pour réduire le coût de l'emballage? Je crois que des pistes vont sortir dans les panels. Et moi-même, j'ai fait le tour de quelques
boutiques pour prendre des emballages, leur prix, et faire une comparaison en prenant des bouteilles emballées dans des sirops et des jus emballés dans du verre et dans des bouteilles de PET. Et vous le verrez dans le document, je suis tombé entre 25 et 43% la part de l'emballage dans le produit fabriqué. Donc c'est toujours actuel et confirmé. Comment faire maintenant? Les panélistes pourront dégager des pistes tout à l'heure. Alors, les défis de l'emballage, il y a des tendances aussi, et il faut essayer peut-être de parler de nouveaux emballages qui doivent surtout prendre en considération la dimension de l'environnement. L'autre, c'est la dimension de pouvoir satisfaire le client et de lui apporter des facilités d'utiliser, d'emploi de l'emballage, la facilité d'ouverture, la facilité de conserver le reste de du produit une fois qu'on l'a ouvert. C'est des choses qui sont maintenant actuelles. Parce que maintenant, le fast-food, acheter, manger et refermer, et le lendemain le reprendre, c'est l'emballage qui est toujours là pour vous permettre de répondre à ce besoin. Et maintenant, c'est quelque chose qui est une réalité. Donc l'emballage doit aussi inclure cette fonction de facilité et de besoins nouveaux des consommateurs. Alors, il y a ce qu'on appelle les emballages actifs, parce qu'en fait, aujourd'hui, il y a dans ce qu'on dit l'emballage qui contient le produit peut se modifier à l'intérieur. Mais pour le contenir, on a fait ce qu'on appelle dans l'emballage, des emballages qu'on appelle intelligents ou actifs, avec une puce ou un produit qui permet d'absorber l'excès d'humidité ou prévenir une dégradation microbienne, ou bien lutter même contre, protéger contre la dégradation par la lumière et les ultraviolets. Et vous voyez, tout ça, c'est quelque chose qui sont. Donc, on passe maintenant d'un emballage qui est inerte à un emballage qui est actif et intelligent. Ça, c'est quelque chose qu'il faut aussi maintenant intégrer dans vos produits quand vous allez les faire et sur le marché qui est demandeur. Parce que vous faites des produits pour satisfaire un marché. Alors, l'aperçu du secteur de l'emballage au Sénégal, on l'a dit toujours tout à l'heure, on a plus d'une quinzaine, vingtaine d'emballages au Sénégal, spécialisés dans le carton, dans le plastique, dans le papier, mais on n'en a pas dans le verre. Et c'est ça qui est toujours réel, pas au Sénégal, mais dans la sous-région. Et tout à l'heure, vous verrez à la pause les différents produits proposés par quelques industries qu'on a invitées. Et je profite de cette partie pour les remercier d'avoir accepté de venir exposer quelques-uns de leurs produits et qui sont parmi vous même des clients. La SEMPA est là, la centrale d'Ekima, la centrale Andando, il y a RUFSAC, il y a CIS, et tous ci, maintenant, vous les connaissez entre autres. Et donc, je pense bien que vous méritez, donc, je vous remercie d'avoir accepté de venir nous montrer quelques produits et que vous verrez que toujours votre métier sera, comme j'ai dit, dans notre vie quotidienne et que nous avons besoin d'emballage partout où nous sommes. Alors, je vais simplement vous dire que l'offre est constituée par les produits fabriqués localement, mais par les importations. Et donc, même durant la pandémie, les importations ont continué. Et entre 2018 et 2021, les emballages ont été très prisés. Et que donc, nous avons ces types d'emballages qui nous permettront donc de satisfaire partiellement le marché et qu'on trouve. Mais les autres, c'est soit l'industrie locale, soit les importations. Et on a toujours donc des initiatives aussi individuelles, c'est-à-dire les importateurs,
des associations de transformateurs qui sont réunies. C'est le cas de la centrale Ando, qui est dans un créneau que nulle part on trouve au Sénégal. Par exemple, la centrale importe de l'emballage en verre, des bocaux et des bouteilles de différents volumes pour leur offrir à ses membres et peut-être même en dehors de ses membres, mais à des prix peut-être qui sont différents parce qu'il y a la préférentielle pour les membres. Alors, il y a aussi Transfrulec qui avait, avec Sympa, fait une bouteille de sirop avec une épaisseur plus grande afin de permettre de mettre des sirops, parce que le sirop, quand on le remplit à chaud, si vous prenez une bouteille de PET avec une épaisseur assez légère, la bouteille va ruer. Donc ça ne supporte pas la chaleur. Tout le monde sait maintenant que donc, la Sympa a réglé ce problème pour les sirops au Sénégal. Si vous ne le mettez pas dans des bouteilles en verre récupérées ou neufs, ou dans des bidons, avec une capsuleuse si vous l'avez entre vous. Alors donc, depuis une quinzaine, vingtaine d'années, on parle de l'emballage et ce qui a été fait par les structures nationales, des institutions d'appui et le privé, comme le Centre international de Genève de commerce, le bureau de mise à niveau, ont eu à faire entre 1995 et 2015, jusqu'à cette date, sur ces 10 ans, des études sur la problématique de l'emballage. Et donc, je les ai cités dans le document que je vous ai donné et que vous avez vu que donc, ces études compilées nous donnent les difficultés rencontrées dans le secteur de l'emballage et les solutions qui ont été proposées dans ces documents. Alors, je ne vais pas tous les citer parce que si on prend les grands problèmes qui ne viennent pas ni du producteur ni des transformateurs, c'est le coût élevé des emballages. Les grandes entreprises donc, sont là, mais qui ont la capacité d'importer, mais aussi de produire des emballages pour leur propre unité, comme HDI, comme Agroline, comme la Socas pour la tomate. Ils n'importent pas, ils ont une unité intégrée. Ça, c'est des industries, on le cite simplement. Mais le problème, c'est qu'il y a le problème de normes de sécurité qu'il faut respecter, et souvent ça fait défaut. Les autres problèmes qui sont rencontrés ont été ciblés au niveau des producteurs d'emballage, des transformateurs qui ont besoin des emballages, et que dans ces deux cas, on trouve que les producteurs se plaignent de la qualité irrégulière des emballages, la production limitée en quantité, ou bien on vous demande des quantités énormes pour pouvoir vous satisfaire, parce que là je comprends aussi, parce que les unités d'emballage tournent à des rythmes et des capacités et des petites unités qu'on ne peut pas produire 10 000 pour une entreprise. Il faut à peu près 500 000 ou 1 million d'emballages en une seule fois. Sinon la machine n'est pas rentable. Je parle sous couvert de la Sympa. Sinon, la machine n'est pas rentable. Les déchets, rien que le calage de la machine pour pouvoir faire des épreuves, des tests, que c'est le bon, cette partie, c'est des déchets. Et c'est que la machine tourne et consomme de l'énergie. Et donc, les emballages, voilà. Donc, on ne peut pas commander au niveau des unités existantes de petites quantités. Et la solution, on l'a dit tout à l'heure, c'est la mutualisation, le groupage pour avoir une quantité minimale qui permet à l'entreprise, quand même, elle a investi et que donc elle a des charges et elle veut gagner de l'argent pour que cette commande, une fois qu'elle rentre, que ça soit rentable pour elle. Sinon, ça ne marche pas. Voilà la contrainte des industries. Et donc, il y a la concurrence aussi déloyale par les importateurs. Et donc, il y a d'autres qu'il faut mettre sur le marché. Alors donc, au niveau des producteurs, donc ils importent la matière première, la tarification, les droits de douane sur la matière première sont élevés, et donc il faut faire quelque chose pour réduire cela. Ensuite, il y a une quasi-monopole par ces entreprises, et il faut aussi qu'on puisse faire des unités, des emballages pour le microconditionnement. Et souvent, c'est quelque chose qui est difficile. Le microconditionnement, maintenant, est d'actualité parce que les gens achètent avec des moyens très faibles et qu'il faut les satisfaire. Je ne vais pas avoir besoin de 5 grammes de kilogrammes de 5
100 grammes de lait pour acheter un sachet de 1 kg. Alors que si j'achetais 100 grammes, le reste, je vais pouvoir acheter du sucre ou autre chose que je veux. Donc le microconditionnement maintenant est incontournable au niveau donc, de notre marché. Alors les contraintes aussi au niveau des producteurs, c'est que les producteurs ne maîtrisent pas leur process parce qu'on a des produits qui sont conservés ou des produits qui sont préservés. Il y a une différence entre un produit conservé et un produit préservé. Un produit conservé nécessite souvent des additifs qui lui permettent de pouvoir se conserver dans le produit, dans l'emballage le plus longtemps possible. Le produit préservé, c'est le produit naturel auquel on applique un process thermique à un niveau inférieur à 100 degrés, c'est la pasteurisation, ou supérieur, c'est la stérilisation, et qui peut être supporté par l'emballage. Et tout ceci, il faut le savoir, comment on fait son produit, et comment on veut le sortir pour que l'emballage lui-même puisse nous le conserver tel que nous le voulons. Et je me plais de dire souvent que l'emballage vous restituera tout au plus la qualité initiale du produit que vous lui avez confié. L'emballage ne vous restituera tout au plus la qualité, tout au moins la qualité initiale du produit que vous lui avez initialement confié. C'est-à-dire que le produit que lui a émis, soit il le garde comme ça, ou bien il va l'altérer avec le temps. Parce que tout emballage, on vous écrit la durée de conservation, c'est peut-être 6 mois, 9 mois, 7 mois. C'est-à-dire que si au-delà, c'est l'emballage lui-même qui s'altère, ou bien c'est le produit qui s'altère à l'intérieur de l'emballage. Parce que le traitement qu'on lui a appliqué ne lui permet pas d'aller au-delà de ce délai. Même si l'emballage lui-même est performant, le produit à l'intérieur ne peut pas aller au-delà. Si le produit lui-même est bien stabilisé, mais c'est l'emballage lui-même qui est défaillant. Et vous voyez donc, il y a un problème. Et ce problème, il faudrait qu'on essaie surtout d'essayer de trouver des solutions. Alors, l'autre chose sur laquelle je voulais insister, sur les contraintes externes. On n'a pas une structure d'appui au Sénégal qui prend en charge l'ensemble de ces préoccupations des transformateurs et des producteurs d'emballage pour les conseiller, pour les aider à connaître les normes, pour les connaître, à connaître les emballages et les vérifier. Donc, il y a aussi une insuffisance de spécialité au Sénégal en emballage. Donc, il faudrait que nous puissions proposer des solutions. Tout à l'heure, je vous demanderai de voir comment on peut faire. Parmi les solutions, nous pensons qu'il faudrait d'abord attirer l'attention des autorités sur l'importance de l'emballage et d'essayer de diminuer les taxes sur la matière première et d'autres emballages. Ensuite, inciter les producteurs à répondre aux normes internationales, créer et améliorer les compétences locales par une formation, une information des techniciens et cadres en emballage si ça existe, ou bien dans les universités, créer des modules pour la formation de cadres supérieurs en emballage. Et aussi que servir de conseil aux producteurs et transformateurs et essayer de les réunir au cours de forums pour échanger entre eux. Parce que c'est le producteur d'emballage qui a besoin du transformateur de produits et non pas l'inverse. Autant j'avais dit que nous avons plus besoin de l'emballage que lui, mais aussi le producteur d'emballage a plus besoin du transformateur que de l'emballage. C'est mon point de vue. Ça peut être l'inverse aussi. Et donc, vous voyez, donc, tout ceci doit être une chose qu'il faut maîtriser. Et donc, je me plais à dire que donc, les transformateurs doivent connaître leurs produits et leurs process pour pouvoir communiquer l'ensemble de ces caractéristiques au producteur d'emballage pour que lui, il lui propose un emballage adapté à son produit ou à ses produits, selon le process. Parce que vous allez sur un emballage, il va vous dire que bon, votre produit, il est sec ou frais ou chaud, transformé ou pas, bon, comment vous l'avez fait, et il faut lui décrire ça comme il faut. Les arômes que vous voulez conserver pour qu'il puisse proposer un emballage barrière, etc., étanche. Voilà. Dans tout ceci, nous pensons qu'il y a beaucoup de choses à faire et que l'unique chose qui reste au Sénégal, c'est la création
d'un centre, d'une institution technique en emballage et conditionnement pour prendre en charge l'ensemble de ces problèmes de l'emballage, liés au contrôle de qualité des emballages, liés au conseil sur l'emballage, liés à la formation sur l'emballage, liés au contrôle des produits et à une expertise sur l'emballage. Et donc ce centre technique d'emballage et de conditionnement est une proposition de l'ONUDI, du PDR, pour qu'on puisse le mettre sur la table et demander aux autorités. Maintenant, comme on a créé à l'image de la Tunisie et du Maroc un centre technique d'emballage et de conditionnement pour prendre l'ensemble de ces productions avec un département emballage carton, emballage papier, emballage complexe, emballage métallique, service conseil, service contrôle de qualité, et tout ceci rassemblé dans une institution. Comme on a créé l'ADPME, le BMN, la DER, l'ANPEJ, FONGIP, que sais-je, il est temps au Sénégal qu'on crée une institution ayant ces départements où on peut trouver le service qu'on veut en termes de conseil, où producteurs, transformateurs puissent échanger avec ce service d'appui conseil pour que nous puissions régler définitivement les problèmes de l'emballage au Sénégal. Je vous remercie de votre attention.